L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 10e, du plaisir et du vrai bonheur, suite, chapitre 10. Si nous avons suffisamment précisé dans ces esquisses les théories qu'on vient de voir et celles des vertus de l'amitié et du plaisir, devons-nous croire que maintenant nous ayons achevé toute notre entreprise ? Ou plutôt ne devons-nous pas penser, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, que dans les choses de pratique, la fin véritable, ce n'est pas de rechercher les principes et de connaître les règles en grand détail, c'est de les appliquer réellement. En ce qui regarde la vertu, il ne peut pas suffire non plus de savoir ce qu'elle est. Il faut en outre s'efforcer de la posséder et de la mettre en usage, ou de trouver tel autre moyen pour devenir vertueux et bon. Si les discours et les écrits étaient capables à eux seuls de nous rendre honnêtes, ils mériteraient bien, comme le disait Théognis, d'être recherchés par tout le monde et payés au plus haut prix. On n'aurait qu'à se les procurer. Mais par malheur, tout ce que peuvent les préceptes en ce genre, c'est de déterminer et de pousser quelques jeunes gens généreux à persévérer dans le bien, et de faire d'un cœur bien né et spontanément honnête un ami inébranlable de la vertu. Mais pour la foule, les préceptes sont absolument impuissants pour la pousser au bien. Elle n'obéit point par respect, mais par crainte. Elle ne s'abstient pas du mal par le sentiment de la honte, mais par la terreur des châtiments. Comme elle ne vit que de passion, elle ne poursuit que les plaisirs qui lui sont propres et les moyens de se procurer ces plaisirs. Elle s'empresse de fuir les peines contraires. Mais quant au beau, quant au vrai plaisir, elle ne s'en fait pas même une idée, parce qu'elle ne les a jamais goûtés. Quel discours, je le demande, quel raisonnement pourrait corriger ces natures grossières ? Il n'est pas possible, ou du moins il n'est pas facile de changer par la simple puissance de la parole des habitudes enracinées depuis longtemps. Et l'on ne doit pas être médiocrement satisfait quand, avec toutes les ressources qui peuvent aider l'homme à être honnête, on arrive à posséder la vertu. Les hommes, à ce qu'on prétend, deviennent et sont vertueux tantôt par nature, tantôt par habitude, tantôt enfin par éducation. Quant à la disposition naturelle, elle ne dépend pas de nous évidemment. C'est par une sorte d'influence toute divine qu'elle se rencontre chez certains hommes qui ont vraiment, on peut dire, une chance heureuse. D'un autre côté, la raison et l'éducation n'ont pas prise sur tous les caractères, et il faut qu'on ait préparé de longues mains l'âme de l'élève pour qu'il sache bien placer ses plaisirs et ses haines, comme on prépare la terre qui doit nourrir le germe qu'on lui confie. L'être qui ne vit que par la passion ne peut pas écouter la voix de la raison qui les détourne de ce qu'il désire. Il ne peut même pas la comprendre. Comment retenir et dissuader un homme qui est dans cette disposition ? La passion en général n'obéit pas à la raison, elle ne cède qu'à la force. Ainsi, la première condition, c'est que le cœur soit naturellement porté à la vertu, aimant le beau et détestant le laid. Mais il est bien difficile qu'on soit dirigé convenablement dès son enfance vers la vertu si l'on n'a pas le bonheur d'être élevé sous de bonnes lois. Une vie tempérante et rude n'est rien moins qu'agréable à la plupart des hommes, ni surtout à la jeunesse. Aussi est-ce par la loi qu'il faut régler l'éducation des enfants et leurs travaux, car ces prescriptions ne seront plus pénibles pour eux quand elles seront devenues des habitudes. Il ne suffit même pas que les hommes dans leur jeunesse reçoivent une bonne éducation et une culture convenable, mais comme il faut, quand ils seront arrivés à l'âge viril, qu'ils continuent cette vie et qu'ils s'en fassent une habitude constante, nous aurons besoin de nouveau pour atteindre ce résultat du secours des lois. En un mot, il faut que la loi suive l'homme durant son existence entière, car la plupart des hommes obéissent bien plutôt à la nécessité qu'à la raison, et au châtiment plutôt qu'à l'honneur.
Aussi, on a bien fait de penser que les législateurs doivent attirer les hommes à la vertu par la persuasion, et les y engager simplement au nom du bien, assurer que le cœur des honnêtes gens, préparés par de bonnes habitudes, entendra cette voix. Mais qu'ils doivent en outre décréter des répressions et des châtiments contre les hommes rebelles et corrompus, et même débarrasser complètement l'État de ceux qui sont moralement incurables. On ajoute tout aussi sagement que l'homme qui est honnête et qui ne vit que pour le bien se rendra sans peine à la raison, tandis qu'il faudra châtier par la douleur l'homme pervers qui ne songe qu'au plaisir, comme on frappe une bête brute sous le joug. Et voilà aussi pourquoi on recommande de choisir parmi les châtiments qu'on impose ceux qui sont le plus opposés au plaisir que le coupable aime avec tant d'aveuglement. Si donc il faut, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, que l'homme, pour devenir un jour vertueux, ait d'abord été bien élevé et qu'il ait contracté de bonnes habitudes, s'il faut qu'ensuite il continue de vivre dans de louables occupations sans jamais faire le mal ni de gré ni de force, ces résultats admirables ne peuvent toujours être obtenus que si les hommes y sont contraints par une certaine direction d'intelligence ou par un certain ordre régulier qui a la puissance de se faire obéir. Le commandement d'un père n'a pas ce caractère de force ni de nécessité, non plus en général que le commandement d'un homme seul, à moins que cet homme ne soit roi ou qu'il n'ait quelque dignité pareille. Il n'y a que la loi qui possède une force coercitive égale à celle de la nécessité, parce qu'elle est l'expression dans une certaine mesure de la prudence et de l'intellect. Quand ce sont des hommes qui s'opposent à nos passions, on les déteste. Eussent-ils 1000 fois raison de le faire. Mais la loi ne se rend pas odieuse en ordonnant ce qui est juste et honnête. Lacédémone est le seul État, on peut dire, où le législateur, peu imité en cela, paraît avoir pris un grand soin de l'éducation des citoyens et de leurs travaux. Dans la plupart des autres États, on a négligé ce point essentiel, et chacun y vit comme il l'entend, gouvernant sa femme et ses enfants à la façon des Cyclopes. Le mieux serait que le système de l'éducation soit public, en même temps que sagement conçu, et qu'on se trouve soi-même en mesure de l'appliquer. Partout où ce soin commun est négligé, chaque citoyen doit se faire un devoir personnel de pousser à la vertu ses enfants et ses amis, ou du moins il doit en avoir la ferme intention. Le vrai moyen de se mettre en état de remplir ce devoir, c'est, d'après ce que je viens de dire, de se faire législateur soi-même. Quand le soin de l'éducation est public et commun, ce sont évidemment les lois seules qui peuvent y pourvoir. Et l'éducation est ce qu'elle doit être lorsqu'elle est réglée par de bonnes lois, que ces lois d'ailleurs soient écrites ou ne le soient pas. Il importe également fort peu qu'elle statue sur l'éducation d'un seul individu ou celle de plusieurs, pas plus qu'on ne fait cette distinction pour la musique, pour la gymnastique ou pour toutes les autres études auxquelles on applique les enfants. Mais si, dans les États, ce sont les institutions légales et les mœurs qui ont ce pouvoir, ce sont dans le sein des familles les paroles et les mœurs des pères qui doivent l'exercer. Et même leur autorité doit y être plus grande encore, puisqu'elle ne leur vient que des liens du sang et des bienfaits. Car le premier sentiment que la nature inspire aux enfants, c'est l'amour et l'obéissance.